Bonjour, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode des interviews de l'Axel, où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Richier, président d'Alliance France. Nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail dans quelques secondes. Une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept. Donc, une nouvelle émission de l'Axel. L'idée est de vous faire découvrir les pensées des grands acteurs de l'écosystème du digital sur la transformation numérique de la société depuis une vingtaine d'années, peut-être pour certains un peu plus, pour d'autres un peu moins, et regarder un peu les perspectives que l'on peut attendre dans les prochaines années, sachant qu'on ne va pas trop s'intéresser au dernier tweet de la veille, parce que vu qu'on ne sait pas quand on va diffuser l'émission, mais un peu plus à ce qui se passe sur le temps long, comme d'habitude, à l'Axel. Tout de suite, je retrouve mon invité. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Merci de nous retrouver et d'essuyer les plâtres pour une des toutes premières émissions de ce nouveau concept de l'Axel. Non, c'est avec plaisir. Donc ça va se passer en 3 temps, 2 temps assez courts. Le premier où tu vas pouvoir nous présenter, même si tout le monde connaît, j'en suis sûr, mais en quelques chiffres clés et informations clés, le groupe Alliance et plus particulièrement Alliance France que tu présides. Un petit peu rapidement aussi, quelques minutes sur toi. Qui est Jacques Richier ? Savoir un petit peu. Je suis sûr que c'est pas que Alliance, Jacques Richier. Ou pas, je sais pas. Et puis après, nous rentrerons dans le vif du sujet et j'ai plein de questions pour toi sur l'assurance essentiellement, mais pas que, parce que je sais que tu t'intéresses à plein d'autres sujets et tu vas nous le dire d'ailleurs, tu ne présides pas que Alliance France, il y a plein d'autres choses dont tu t'occupes, qui te donnent un œil particulièrement pointu sur ce qu'il se passe dans la transformation de la société avec et par le numérique, et pas qu'en France. Eh bien, on commence tout de suite la suite. Alliance, peux-tu nous en parler un peu plus ? Alliance, c'est un leader de l'assurance, c'est même le leader européen de l'assurance. C'est un acteur global, mondial, présent sur toutes les lignes de métier de l'assurance, que ce soit l'assurance vie, santé et dommages, mais également très présent sur l'asset management au sens large. Avec une organisation assez simple, des lignes de métier mondiales. Je peux citer l'asset management, c'est un métier mondial, on est dans le top 5 mondial en termes de gestion d'actifs. D'accord. On oublie que c'est non seulement Alliance Global Investors, mais c'est aussi PIMCO, donc un acteur déterminant sur l'obligataire en particulier. C'est, pour citer une autre ligne de métier mondial, le numéro 1 en assurance crédit, avec Allianz Trade, qui était connu avant sous le nom de l'ARMS. Et puis c'est aussi le leader en assurance, en assistance. Il y avait Mondial Assistance et Alliance Partners, mais aussi en santé internationale, tous les expatriés, les organisations internationales, les étudiants à l'international. On est le numéro 1 aussi sur ce domaine. Donc des lignes de métier globales et puis locales. Alliance France est un des acteurs sur le métier local. Et nous sommes acteurs, je crois, dans le groupe Alliance. Nous sommes un gros acteur dans le groupe Alliance. Nous sommes dans les top 3, on va dire, des acteurs du monde Alliance. Alors, selon qu'on regarde le chiffre d'affaires ou le résultat. Et l'année 2023 qui vient de s'achever a été une année économiquement très bonne pour Alliance, en termes commerciaux aussi, au niveau du groupe, et au niveau de la France également, avec une belle croissance et des résultats également qui sont d'ailleurs les résultats les plus élevés qu'on ait jamais atteints en France en 2023. Et ça, c'est mon successeur, qui est le CEO, qui a fait un excellent travail, Fabien Vatelet, depuis... on ne peut même pas te l'attribuer. Non, je crois qu'il faut... c'est un travail d'équipe, tout ça, et c'est une équipe qui est en place aujourd'hui, qui est dans la continuité d'un travail de fond. Parce que tu es CEO jusqu'à quelle année ? Jusqu'en début 2021. D'accord. Donc je suis président non exécutif, donc je suis relax, je parle des choses de façon détendue. C'est pour ça qu'on t'invite et que tu peux prendre le temps d'échanger. Je peux prendre le temps, voilà. Un peu moins de langue de bois aussi, peut-être. Peut-être, mais en même temps, ça me permet aussi de voir comment les choses évoluent. Et je trouve que c'est intéressant, le monde dans lequel on vit. Voilà. Et alors, pour revenir à ce que tu disais précédemment, effectivement, j'ai gagné en liberté puisque je suis président non exécutif et non plus CEO.
Et du coup, je fais d'autres choses. Il se trouve que je suis également président du conseil de surveillance d'Unibail Rodamco Westfield, qui lui est le leader européen des centres commerciaux, que vous connaissez tous parce que vous allez au Forum des Halles, vous allez à Lyon, à la Part-Dieu, par exemple, ou à Euralille. Donc toute l'innovation digitale dans les parcours clients de retail, tu es au fait aussi. En fait, ça m'a permis de découvrir ce monde dit du retail, et puis de voir aussi quels étaient ce que je peux considérer comme commun en termes d'attente des consommateurs, et puisqu'on est à l'Axel, tout ce qui tourne autour de la digitalisation, la data, comment elle est utilisée, et puis aussi de voir que les préoccupations sur le consommateur, comment évolue-t-il, quelles sont ses attentes, c'est des questions qui sont identiques. Les réponses sont différentes parce que on voit bien qu'entre la fast fashion et puis l'assurance, c'est pas le même univers, mais néanmoins, c'est pas le même temps non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que si on n'innove pas dans un secteur qui est un secteur comme l'assurance de temps long, si on n'innove pas, on peut perdre le consommateur en route. On parlera de tout ce qui est AssureTech, FinTech, comment elles ont essayé de nous stimuler. En même temps, il faut innover et pas le perdre quand même. Mais enfin, non, mais c'est le sujet. C'est-à-dire que nous, on est un acteur du temps long, par définition, vu les sommes le capital qui est investi. Mais en même temps, il faut vivre dans son temps. Voilà, et ça, c'est toute la difficulté. Tout le mix à trouver. Des mastodontes. Voilà, et puis après, je suis dans d'autres sujets. Et puis, comme tu le sais, je suis aussi investisseur dans des startups et pas du tout dans l'assurance. Donc, dans des univers... en fait, je crois que tu t'interdis même d'investir dans l'assurance. Oui. Tu investis dans tout le reste. Je suis assez critique sur ce qui se fait sur l'assurance. Oui, forcément, quand on connaît bien un secteur, c'est souvent le cas. Alors, Jacques, juste 2 petits mots pour terminer sur Allianz. Allianz en France, c'est issu du rachat d'AGF. Oui, le gros bloc venait d'AGF, mais il y avait aussi une société qui s'appelait Athéna, PFA, Assurance. Et puis il y avait un Allianz Canal historique, si je puis dire, qui était présent aussi. Ah, d'accord. Donc c'est une fusion de 3 sociétés. D'accord. Voilà. Mais le gros bloc, c'était AGF. Et toi, tu y es rentré quand ? En 2008. En 2008. Voilà, ça s'appelait encore AGF. Ah, c'était la fin déjà de... Mais c'était détenu en 2008 à 100% par Allianz. Ça avait été fait un an avant. Ça s'appelait AGF et moi j'ai procédé au changement de marque pour basculer sous la marque Allianz, qui est une marque, comme je le disais, globale, mais surtout qui a porté, et souvenons-nous, 2008 c'était une époque d'incertitude. Hein. Sympathique. Allianz a porté quelque chose qui était recherché, c'est-à-dire la solidité et la pérennité. Littéralement. Et donc, oui, mais on avait cette solidité. Et donc, en fait, c'était le timing en termes de changement de marque, c'est l'histoire qui a fait ça, était plutôt favorable, hein, même s'il y avait un attachement des salariés en particulier à la marque. Très vite, la bascule... Il n'y a aucune histoire commune, mais c'est vrai qu'il est amusant de voir qu'on ressort aujourd'hui la marque CCF des cartons, par exemple. Oui, mais ça c'est... 20 ans après, 25 ans après. Oui, bon, ça... C'est un autre sujet, mais il y a des marques qui étaient fortes quand même. Oui. Mais puisqu'on parlait d'Allianz, c'est quand même la première marque d'assurance au niveau du Dow Jones brand. D'accord. Donc, et nous, on est très attachés à cela. Donc, en fait, c'est une marque puissante. Au niveau mondial, vous êtes présent dans tous les pays, enfin... On est présent dans tous les pays, non, mais on est sur tous les continents, oui. Mais quand même avec une très forte prépondérance européenne Avec une histoire européenne, donc il y a un bloc historique européen qui s'est élargi à l'Europe de l'Est très fortement, avec des présences en Asie, en Australie, aux États-Unis, mais aux États-Unis très fort en asset management par exemple, et en assurance vie. Donc selon les métiers, on n'est pas sur tous les continents, mais on a vraiment, et c'est intéressant de regarder d'ailleurs la bottom line au niveau économique, tous les métiers, que ce soit assurance dommage vie ou asset management, sont contributifs fortement aux résultats du groupe. Alors, et pour finir justement sur ce qu'est Allianz, et après on n'en parle plus, en France, c'est équilibré entre les 3 métiers que tu viens d'évoquer, assurance dommage, la vie et l'asset management ou... Alors, moi je suis président d'Allianz France, et c'est effectivement, nous on est sur assurance dommage, vie, santé, mais on a la chance en France d'avoir aussi Allianz Trade. D'accord. On a la chance d'avoir Allianz Partners, tout le métier assistance. Donc c'est différents métiers, mais qui ne sont pas dans la même entité juridique. Oui, mais qui sont localisés historiquement en France. Donc on a un poids, je dirais, au niveau du groupe,
Si on prend ces entités, la France, après l'Allemagne, est le deuxième pays où le groupe est présent parce que ces entités sont présentes. On a Allianz Global Investors avec une plateforme importante de 300 collaborateurs également. Donc l'asset management est aussi très présent en France. Oui, donc société allemande, mais avec une forte connotation française. Très forte. On voit bien. Un petit peu sur toi, Jacques. Qui es-tu Est-ce que tu es rentré qu'en 2008 chez Allianz, donc tu avais quoi, 22 ans Oui, c'est ça. Qu'as-tu fait comme en quelques mots sur toi, peut-être, avant qu'on passe au fond du numérique. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis arrivé... Jeune premier. Je suis arrivé comme la plupart des... À part les actuaires, tout le monde rentre dans l'assurance par hasard. Ah bon? Oui. Et puis on y reste parce qu'on aime ça, finalement. On rentre par hasard dans l'assurance, ça c'est marrant. Mais il y a qu'un seul métier qui te forme à ça, c'est l'actuariat. Enfin, c'est fait pour. Et puis après, si tu es ingénieur, si tu as fait une école de commerce, pourquoi? Enfin, c'est pas spontané, ouais. D'accord? L'opportunité. À l'époque, je suis rentré tout à fait par hasard en me disant que je n'y resterais pas longtemps. Pourquoi? Parce que je ne vais pas refaire l'histoire, je travaillais pour un repreneur d'entreprise en difficulté, j'aimais beaucoup ça, mais il n'a pas voulu m'associer sur ce qu'il faisait. Du coup, je suis parti, il fallait que je travaille, on m'a proposé un job dans l'assurance, et j'ai dit ok, je fais ça 1 an, je vais faire autre chose, et j'y suis toujours. Voilà. T'as bien aimé alors? Et j'ai aimé, et puis c'était aussi une époque de transformation. Et donc en fait, historiquement, le métier d'assureur, c'était un métier de juriste. Beaucoup de juristes et un petit peu d'actuaires, mais beaucoup de juristes. Et puis, à partir des années 85-90, le métier, il a vraiment évolué. Il y a eu beaucoup plus de profils, type ingénieur, type école de commerce, business school. Un élargissement des profils. Il y a toujours des juristes, de plus en plus d'actuaires. Et là, les actuaires sont... Enfin, tout ce qui tourne autour de la data, on y reviendra, sont des profils très recherchés. Et donc, j'ai vécu ça avec grand intérêt. Et je suis entré, entre autres aussi, par l'informatique. J'ai bien vu que le cœur, enfin l'usine d'un assureur, c'était son IT. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 sociétés d'assurance. Une dans mutuelle d'assurance, où je suis resté... C'est laquelle déjà? C'était Azur Assurance. Oui. Ensuite, je suis parti chez Swiss Life, où je suis devenu CEO. Et je suis resté 8 ans. Et puis après, je suis rentré chez AGF Allianz, depuis 2008. Voilà. J'étais 12 ans CEO. Et j'ai bien vu, fondamentalement, le métier, on pourrait dire que c'est toujours le même, c'est un métier très technique, mais il y a souvent, par exemple, toi, tu vas me parler du parcours client, ce qui est la partie extérieure et visible. Ça, c'est une transformation majeure qui a eu lieu, mais il y a une autre transformation qui a été très forte, si on est assureur, c'est la partie technique et la finesse de la technique aujourd'hui dans l'analyse des risques est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait percevoir à l'époque. Alors, il y a tout un débat dans l'assurance entre est-ce qu'on est toujours en train de mutualiser des risques ou est-ce qu'on est en train d'individualiser des risques. Mais on a une finesse d'analyse aujourd'hui qui est très très grande. Tout de suite la suite, quelle belle transition pour rentrer dans notre sujet de la transformation de la société avec et par le numérique, puisque on va rester exactement sur ce que tu viens d'évoquer. Ce métier qui a profondément changé avec cette profondeur d'analyse que la technique a permis, parce qu'on peut l'appeler big data, on peut l'appeler IA, on peut tout ce qu'on veut. Enfin, aujourd'hui, en gros, vous pouvez analyser de plus en plus de données, de plus en plus rapidement, de plus en plus agrégées, pour effectivement massifier des risques ou au contraire savoir que Laurent Nisery a tel besoin à tel moment. Ça, tu as vu la bascule vraiment fondamentalement dans l'impact sur le business model. Tu parlais de bottom line tout à l'heure. Quand? Début 2000, 2010, Oui, 2015. en fait, il y a eu... C'est un processus lent, hein, parce que nous, on est des animaux à transformation lente quand même. Hein. Pachyderme, on peut dire, non? Oui, mais quand même, on se remet en cause. En fait, début des années 2000, il y a ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la notion du client, qui était toujours présente, mais voilà. Mais pas verbalisée de la même manière. Oui, mais déjà, nous, on l'a pris au départ par la techno, c'est-à-dire créer des bases clients. Qu'est-ce qu'un client, une personne Parce qu'à l'époque, vous aviez des bases contrats. Oui, exactement. Donc, quand on s'est mis à créer des bases clients, on a eu toute cette réflexion, c'est quoi un client, hein? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une famille? Quid du commerce de la personne? Comment on gère ça? Donc, on est rentré dans une définition très analytique des personnes.
Et à partir de là, selon les sociétés, moi j'étais à l'époque encore dans une mutuelle, on a défini que c'était individu par individu et qu'on créait des liens et des relations entre les gens, voilà, bon, peu importe. Mais ça a peut-être plein de nouveaux process. C'était intéressant parce qu'on a pris par le fond. Parce que j'y reviendrai, je pense que dans les années 2010-2015, avec l'arrivée forte de la question du web, on l'a pris par la surface, par l'extérieur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu par l'extérieur, c'est-à-dire on est revenu par le parcours client, comment il souscrit, comment il nous contacte, comment il souscrit, où il fait un devis, etc. Et après, on est re-rentré, et on est en train de rentrer actuellement, dans le système, c'est-à-dire qu'on fait le chemin inverse. D'accord. Alors qu'à l'époque, on était parti du système de définition des clients, on essayait d'aller vers l'extérieur. Et pour nouer aussi des relations avec des partenaires. Après, il y a ce qui s'est beaucoup développé aussi ces dernières années, c'est la prise en compte des API, comment on connecte. Donc beaucoup de partenariats aussi, système ouvert. Oui. Qui vous permet, en particulier dans l'épargne, j'imagine. Avec des partenaires extérieurs, d'aller plus vite dans le déploiement d'offres de solutions, d'apporter notre IT éventuellement, de vendre des produits complémentaires sur des produits qui n'ont rien à voir avec l'assurance, parce que tout le concept en français, je ne sais plus comment on dit, embedded insurance. Donc voilà, ça c'est, ou vendre sur le lieu du point du distributeur, quel qu'il soit, ce sont des sujets qu'on a beaucoup développés ces dernières années. Alors on va faire un petit focus là-dessus. Parce que c'est un des sujets où il y a beaucoup de membres à l'Axel qui travaillent là-dessus. Alors d'abord, quand tu dis ces dernières années, quand tu parles, tu viens d'évoquer deux facettes de la même chose. Proposer tes services en wholesale à des gens qui ne font pas d'assurance, mais qui peuvent la vendre sur le point de vente. Je vends l'appareil photo, je te vends l'assurance Allianz avec. Ou le voyage, c'est peut-être plus pertinent. Allianz est assez présent dans le voyage avec en un clic l'assurance. Allianz, c'est le numéro 1 ce qu'on appelle le travel, le voyage au monde. Et donc, typiquement, ce que tu évoques, c'est ce que fait Allianz Partners. On travaille avec tous les grands noms du monde du voyage, mais on travaille aussi avec des constructeurs automobiles. C'est l'idée, ou peu importe, des Lime ou tout ce que tu veux, tout ce qui est nouveau, c'est comment nous, on vend des garanties incluses dans une offre. Dans un parcours. Dans un parcours. Alors, c'est pas pareil quand il est dans Lime ou autre, il est déjà inclus, non ? Il n'est pas optionnel pour le client. Non, mais je dis Lime, mais je voulais dire, non, je voulais dire par tout ce qui est mobilité. Je voulais dire par là que tu as deux types de parcours. Tu as ceux où tu l'as vendu en B2B, complètement inclus embedded. Oui, mais quand tu passes, nous on fait du B2B toujours, B2B2C. Donc on passe par... Il y a le parcours où des fois c'est proposé au client dans l'interface. Je suis à la SNCF, je vais rajoute 3 € pour être assuré sur mon voyage. C'est un plus. Jusqu'à présent, il me semble que c'est chez Allianz d'ailleurs. Mais juste un dernier point sur le traitement en anglais. Traitement des réclamations, pas des réclamations, le traitement des sinistres, ça y est. Sur le traitement des sinistres, il y a 15 ans, je crois déjà, il y avait pas mal de nouveaux produits et de services qui avaient été proposés 2008, 2009, 2010 en POC pour rembourser plus vite les clients avec des cartes virtuelles dynamiques, etc. On parlait entre autres en cas de grandes intempéries, etc. Et puis après, on a l'impression que c'était un peu tombé et qu'on était revenu à des process normaux. Est-ce que là, tu as l'impression que ça revient, que j'ai passé quelques petites choses? Ça revient. Je pense que ça revient chez tous les assureurs. C'était trop tôt peut-être à l'époque. Non, on est passé, à l'époque, et tu l'as bien cité, on est passé par des outils externes, type carte et autres. Carte virtuelle dynamique. Là, on revient, grâce à la tech, on revient au process. Et pour être provocateur, mais la recherche de l'absolu, c'est de dire un call, un clic, un paiement. C'est fini, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui peut faire ça? C'est que tu as digitalisé ton parcours. 2, que tu as des datas qui sont propres et tu as tout qui est suffisamment organisé pour répondre. Et 3, c'est l'IA qui arrive là et qui va t'aider aussi à faire en sorte que tu analyses soit sur un rapport, soit sur une photo, le risque, la demande de paiement, et tu sois capable éventuellement d'organiser le flux de paiement. Soit avec expertise ou sans expertise, peu importe. Voilà. Et donc, je pense que, enfin en tout cas chez Allianz, c'est le cas aujourd'hui, il y a de gros travaux sur le process le plus lean possible grâce à la tech. Oui, pour éviter ces appels et contre-appels qui vous coûtent très cher finalement. Oui, et puis éviter l'insatisfaction Et on a toujours, je vais balayer devant ma porte, je reçois des réclamations, même si je suis non exec. On a toujours des cas qui sont non mais des cas qui traînent, qui sont là, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de nouvelles, il y a toujours ça. Mais franchement, aujourd'hui, et c'est le cas chez Allianz France depuis 4 ans maintenant,
et c'est une initiative du groupe, hein, c'est pas qu'en France, on a, mais c'est Allianz France qui le portait, un gros projet sur comment on fait les process les plus lean possibles en indemnisation auto, habitation, donc, par exemple, entreprise. Je viens de citer le gros mot dont on allait parler tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'en parle maintenant. Intelligence artificielle. Non, mais Tu l'as cité juste avant en disant que ça va vous permettre d'accélérer. Bah, c'est un métier qui traite de la donnée. Bon, Et de la masse. Et de la masse. Donc, on peut dire que sur toute la chaîne de valeur, il faut qu'on se pose quand même gentiment la question de comment ça va changer notre métier, comment ça peut améliorer la relation à client, comment on peut percevoir encore mieux le risque et l'analyser. Mais aujourd'hui, j'ai des gens chez toi, ou chez tes sous-traitants, les experts, en l'occurrence, les réseaux d'experts, qui vont analyser des photos à la main, avant que ça soit l'IA quelque chose. Il y a déjà des gens qui travaillent avec des choses sur les photos. Oui, je me doute qu'il y a déjà des outils d'aide. Oui. Non, mais aujourd'hui, il y a des outils d'aide, mais il y a quand même mais toujours maintenant, un c'est pas œil ça humain. la question. La question, c'est comment tu es sûr que la photo, c'est pas une Bien photo sûr. truandée. Donc, Oui, mais ça, c'est pas forcément l'être humain non plus qui pourra le faire. Oui, non, mais on travaille déjà sur la photo est-elle la photo. Oui, mais la photo, la vidéo, oui, ça va pas oui. truander, Mais bon, bon, ça, tu le fais avec toutes les données que tu peux avoir à ta disposition. Moi, mon point, c'était qu'aujourd'hui, tu as toute cette chaîne de process qui va être potentiellement profondément transformée, avec les outils qui sont en train d'arriver, qui permettent effectivement de faire l'analyse de la véracité ou pas, l'analyse, le traitement, et de dire bah, c'est bon, tu vas pas. Et il y aura peut-être qu'un tout petit pourcentage, j'aurai besoin des êtres humains qui sont aujourd'hui en place pour faire tout ça. Comment tu travailles sur cette transformation profonde de tous ces métiers? D'abord, c'est une vraie question qui couche. Alors tout là, le monde. Mais là, tout le monde. Je ne parle pas que d'Alliance. Hein. Non, mais je veux dire même tous les secteurs, hein, parce que si je fabrique. Oui, mais comme tu le disais, tu as un secteur, quelqu'un qui, un secteur qui est particulièrement travaille de la donnée. On peut se dire que c'est un secteur où il y a de l'intérêt. Hein. Voilà. Mais tout comme les juristes, hein, excuse-moi, mais les juristes, leur boulot, c'est d'aller chercher des lois au fond des trucs. À un moment, j'ai un outil qui va me dire donne-moi l'article qui correspond à mon cas. Ça va plus vite que de demander à un juriste. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse comme on a fait les 10 ans précédents, c'est-à-dire qu'on a toujours été en dialogue permanent avec nos collaborateurs sur la façon dont le monde évolue, les techs, comment on se les approprie pour se débarrasser de choses qu'on ne veut plus faire. Tu parlais du manuel. À l'époque, on faisait sur 3 exemplaires, on remplissait, et puis il fallait essayer de lire le rapport de l'expert, etc. On avait de l'OCR et tout ça. Bon, ça marchait dans 80%, mais 20%, voilà. Ça, les gens, il y a des tâches qui les barbent, d'accord ? Donc, nous, l'idée, c'est quand même d'éliminer tout ça. Et ensuite, on a de toute façon tout un programme qui est, alors je parle d'Alliance France là, qui est installé depuis 10 ans, où on est très vite rentré dans les ordonnances à l'époque sur le travail, où on a toujours identifié les métiers qui se développeraient, les métiers sur lesquels il y aurait des questions, et les métiers qui pourraient être amenés à disparaître. Et on a une clarté totale là-dessus pour justement aider les collaborateurs à évoluer. Mais aujourd'hui, il y a une telle appropriation de la tech. Nous, il y a des... Bon, si je prends l'intelligence artificielle et l'IA générative, c'est pas un truc qui vient d'une équipe qui fait que ça et qui est imposé. C'est travailler avec les collaborateurs. Quels sont les pain points et quels sont les endroits où on pourrait supprimer des tâches qui les barbent, qui sont extrêmement répétitives. Comment on peut les aider aussi à répondre mieux et plus vite aux clients, et on le fait ensemble. C'est un travail qui est... Je peux te taquiner un peu? Oui. Alors, t'es non exécutif, donc moins langue de bois. La réalité, c'est que quand même, une fois que tu as passé le cap de OK, on a pris toutes celles qui peuvent, on va optimiser, ça vous aide. Il y en a où ça les aide pas forcément, mais on a moins besoin tout court de personnel. Ça a l'air, c'est une accélération quand même avec ces modèles LLM là, de tout ce qui traite de la donnée, où on va pouvoir faire vraiment un grand nombre de choses de manière automatisée. Oui, et en même temps, nous, on recrute à tour de bras des gens qui sont capables. Tu as raison, mais c'est pas les mêmes métiers. Si, mais quand je dis on recrute, on peut aussi faire évoluer des gens, et même des gens de l'IT, on a quand même des... Il y a donc des gros pros... Le niveau de formation. Moi, quand je suis rentré dans l'assurance, je vais faire... c'était Bac-2, la première boîte. C'était le niveau moyen, d'accord ? Aujourd'hui, on est à Bac+3. Donc on a des gens, beaucoup de formations continues. Et on fait beaucoup de formations continues. Donc il ne faut pas non plus considérer que nos collaborateurs ne sont pas en mesure de changer. Le nombre de collaborateurs qui a déjà changé de métier. Non, mais ma question était plus, est-ce que tu penses qu'avec cette révolution autour de la data, et comme ton métier c'est de la data, comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment l'enjeu de l'assurance. On a parlé tout à l'heure de la révolution client, de la révolution parcours, etc. Parce que là, il y a vraiment une révolution interne de transformation des métiers pour toujours rester au top.
mais en emmenant les hommes avec nous, les hommes et les femmes. Mais nous, je pense que Alliance France, là, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une enquête sur, dans le secteur assurance, la société préférée des stagiaires et des jeunes entrants, c'est Alliance. Bon. Donc je pense qu'on a réussi sur les 10 dernières années, il y a un travail qui est fait actuellement qui est remarquable pour faire en sorte que justement tout le monde se sente bien dans cette entreprise et tout le monde vraiment, là, je participe. parlais pas d'Alliance. Hein. C'est globalement, parce que je pense que l'assurance, là, a devant elle un vrai gros... Après, on sait tous que la tech, il y a le service rendu au client et de l'autre côté, la productivité. C'est les deux gros piliers. Il y aura des gains de productivité. Mais il y a eu des gains de productivité avec l'informatique, le temps réel, passer du batch au temps réel, les bases de données relationnelles. Enfin, je ne te raconte pas. Il y a toujours eu ça. On a juste recruté. Donc oui, il y a des enjeux, mais on a fait les précédents. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire cela. Alors ça m'amène sur un sujet où on a beaucoup échangé, toi et moi, pendant presque une dizaine d'années maintenant. 2016, je crois, la première fois sur ma scène du Paris FinTech Forum, au premier, les InsurTech. Alors on est passé d'une époque où ça n'existait pas, ou alors c'était vraiment, on parlait toujours des néobanques, etc., à une époque où on en a eu beaucoup, puis, mais qui n'étaient pas très valorisés, toujours derrière. Mais il y en avait. À une époque où ça a été très valorisé, on a vu l'entrée en bourse d'Hippo aux États-Unis, voilà, et à une explosion de la bulle comme tous les autres acteurs de la tech ou des startups. Mais enfin, là qui a été particulièrement poussé, je crois qu'Hippo a perdu 95% de sa valeur, Trove a disparu, Lemonade a quelques hauts et bas. Et puis en France, malheureusement, des sujets parfois difficiles, parce que les entrepreneurs, on les aime tous. Mais voilà, Luco qui a dû déposer bilan, et je crois que vous l'avez racheté. Alors vous avez évité les 4 € symboliques, c'est passé à 4 millions symboliques, c'est ça, non ? Ça doit être ça, oui. Voilà, ça reste symbolique au regard des investissements des personnes qui ont cru à ce projet. Mais on reprend l'effectif. Vous reprenez tout l'effectif ? Ça, c'est pas symbolique. Vous reprenez tout l'effectif avec des engagements, j'imagine, sur la durée, etc. Mais alors, avant de revenir au cas de Luco en particulier, ce qui m'intéresse, c'est toi, ta vision. Je me rappelle déjà, pendant le Covid, on avait fait une émission d'ailleurs avec le patron de WeFox et le patron de Trove, et vous aviez conclu, bon courage à ceux qui veulent vraiment se lancer dans le B2C en InsurTech. C'est quand même compliqué, quoi. C'était une conclusion commune. Tout à fait, même par ceux qui y étaient. D'ailleurs, Trove, depuis, a déposé le bilan. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que c'est définitivement trop difficile pour des nouveaux entrants, à part peut-être les exceptions, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, mais de viser le B2C dans le monde assurantiel en partant from scratch ? Moi, je pense rien. Je regarde. C'est vrai, ça. Non, je regarde. Je pense qu'il ne faut pas avoir de jugement préétabli. D'accord. Regardez ce que ça apporte. Est-ce que ça change qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça change en profondeur la relation avec le client ? Après, quand on parle d'InsurTech, il y a une variété d'InsurTech. Il y a celles qui sont effectivement dans le B2C, il y a celles qui ont même voulu devenir assureurs, il y a celles qui sont que courtiers, il y a celles qui sont que sur un petit élément de la chaîne de valeur et qui travaillent avec des assureurs. Je mets courtier à part parce que c'est un métier qui existe déjà, c'est le courtage. Mais je parle plutôt de ceux qui ont voulu faire ton métier. Assureur, donc ceux qui ont pris carrément une licence, il y en a eu quelques-uns. Alan, ou justement il y avait Koya avec Luco et Koya, ou ceux qui veulent sans avoir la licence, mais quand même faire tout le reste du métier, mais sans pas courtier. Est-ce que cela, tu penses que ça va être dur quand même ? Ou il y a quand même encore des petites possibilités Il y en a aussi qui se lancent sur la cyber comme ça. J'observe. Je n'ai pas vu d'histoire époustouflante. Il y a parfois des belles innovations. Mais par contre, je regarde ce que ça apporte dans la relation avec le client. La connaissance technique, je n'ai pas senti enfin, je pense que nous, on est meilleurs. Voilà. Sur la data en général ? Oui. Par contre, connaissance technique du métier. Hein. Par contre, sur des éléments de bout de chaîne, qu'est-ce qu'ils ont ? Ça nous a aidé à aller plus vite dans la transformation. Et de digitaliser encore plus vite. Et à l'époque, peut-être d'accélérer sur la digitalisation de nos process. Voilà. Donc nous... je ne sais plus si en 2016-17, on a décidé qu'on a
On est chez Allianz, hein, tout est processisé aussi. Mais quand on développe un produit, quand on développe ou qu'on refait un process, on a un certain nombre de règles. Il doit y avoir ça, ça, ça et ça. Il y a le juridique qui est là, il y a tout le monde. Et à un moment donné, on a dit c'est digital by default. Voilà. Donc il fallait expliquer pourquoi éventuellement ce n'était pas digital. Donc on a inscrit le digital. Aujourd'hui, on est beaucoup sur la data aussi. Donc ça nous a aidé à aller plus vite. Et éventuellement, donc, en fait, on a travaillé avec certaines... Oui, mais il y en a plein qui font du B2B et là, vous travaillez avec vous. Oui. Mais je veux dire, sur la partie, entre guillemets, ceux qui se sont dit on va être vos concurrents, comme ceux qui ont dit on va être les concurrents des banques, pour l'instant, tu observes et tu dis, bon, bah, je n'ai pas convaincu. On n'a pas ce qui s'est passé dans le domaine bancaire où on a 2-3 acteurs qui pèsent des milliards et surtout des centaines de millions d'utilisateurs. Centaines de millions non d'utilisateurs, mais... Revolut et autres. 100 millions d'utilisateurs. Enfin bon, oui. Mais ils en ont quand même... Ils en ont un certain nombre, ouais. Il y a Nubank, surtout au Brésil, qui a très bien réussi. Oui, mais ça, on ne l'a pas dans l'assurance. Alors, je ne dis pas que ça ne viendra pas. Je dis simplement... Alain y croit toujours. Oui, c'est bien. C'est surtout leurs investisseurs qui y croient, je pense. Mais le sujet, c'est... Nous, on sait... Enfin, quand je dis nous, je pense que l'assurance française, je parle de celle-là, tous ceux que tu connais, ils ont aussi fait des transformations majeures dans leur process. Ils ont intégré le numérique. Si je prends l'assurance santé, on rembourse... je dirais qu'aujourd'hui, c'est totalement digitalisé, à la souscription, à l'indemnisation. C'est un peu malheureux. Enfin, c'est presque, je crois, ce que tu avais dit en 2017 ou 2018, mais c'était que vous êtes très long à démarrer, mais enfin, quand vous y allez, vu les moyens que vous avez, donc vous pouvez vous transformer, quoi. Une fois que vous êtes convaincu d'un truc qu'il faut faire... On peut se transformer, on peut trouver... Nos partenaires, à juste titre, trouvent qu'on est long, parce que quand on travaille avec des startups, quand on dit « OK, on va travailler ensemble », ils croient que le lendemain, on est parti et que dans 3 mois, c'est fini. Ça prend un peu de temps. On a beaucoup progressé, je pense. On a travaillé sur aussi nos façons, nous-mêmes, de nous organiser, décloisonner les entreprises. On a fait un gros travail d'assouplissement des structures. On a créé, nous, des écosystèmes où on mélange des équipes, quelle que soit leur origine technique, marketing, vente, juridique, IT, tout ça, ensemble sur un domaine particulier, que ce soit la mobilité ou autre. Ça permet aussi d'aller plus vite. On les a responsabilisés. C'est un sujet auquel on croit beaucoup. Après, on a, comme toute entreprise, nos contraintes de fonctionnement, de vérification. On est très... sur les questions juridiques, de compliance, conformité, mais c'est important. De scalabilité aussi, de toute façon. Mais oui. Mais... enfin, quand même, on est d'accord, même si ces acteurs-là ont eu du mal, ils vous ont quand même bien aidé à accélérer, quoi. Parce qu'il y a plein de choses dont vous avez pris conscience, puis voir les mais clients, les appétences. Il fallait le regarder, non pas comme, uniquement potentiellement un risque, et en disant... zéro risque, je continue ma vie. Il fallait le regarder comme qu'est-ce que ça m'enseigne. Et vous avez pris mais de la même manière que moi... Vous avez pris beaucoup de choses. Enfin, moi, en tant que client d'assureur direct, ou d'assureur classique, ou d'InsurTech, on voit que maintenant le service se rapproche, mais parce que aussi vous avez été... Franchement, je pense que le secteur de l'assurance, il s'est énormément ouvert sur le monde. Énormément ouvert sur le monde. Donc nous, on regarde ce que font les autres, des secteurs industriels différents, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Là, il y a eu d'abord FinTech, puis InsurTech. On a regardé FinTech, on s'est dit, OK, ils sont sur les paiements, surtout au début. Bon. Mais là, sur les InsurTech, on a regardé, et puis on a pris ce qu'il y avait à prendre, et surtout, on s'est dit, là où il faut accélérer, c'est surtout l'interface client et expérience client avec nous et refaire tout ça. Et on l'a fait en 2 phases. On l'a fait en surface, que j'appelle moi en surface, OK. Mais maintenant, on est rentré en profondeur, c'est-à-dire qu'on a revu tout à partir du client, les process, pour revenir jusque dans le cœur du système. C'est intéressant aussi
j'imagine, vous avez pu regarder les expériences que vous auriez pu vouloir lancer, puis voir si ça marchait ou pas, comme des POC. Je prends l'exemple de Trove qui avait voulu lancer On a fait plein de POC, nous aussi. Non, mais ils ont voulu faire la micro-assurance, où quand je ne sais pas si tu te souviens, quand il était venu présenter, tu faisais du ski, tu pouvais l'assurer pendant l'heure où tu étais sur les skis sur la piste. Bon, il lui a fallu 2-3 ans pour dire, mais non, que je ne gagnerai jamais ma vie avec ça, en fait. Bon, vous y avez peut-être pensé tout de suite, vous. Mais non, on assure beaucoup, justement, dans les stations. Oui, mais peut-être pas juste la minute whisky, quoi. Non, mais... ça a permis d'apprendre des erreurs des autres. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a eu d'un côté de l'arrogance et de l'autre côté du mépris. Moi, je considère qu'Allianz n'a jamais été méprisant parce qu'on a toujours considéré qu'il fallait se méfier. Tu as toujours été là à côté d'eux sur scène à discuter, toujours. Mais j'ai senti de l'arrogance quand même. On va vous dézinguer. Hein. Donc moi, on a tous nos défauts, donc j'ai de la mémoire. Voilà, c'est tout. Écoute, merci beaucoup. On a dépassé que de la moitié du temps. Écoute, j'avais encore plein de questions qu'on n'aura pas le temps de traiter. Je regarde juste s'il n'y en avait pas une petite dernière que je m'étais promis de te poser sur l'InsurTech. Ben si, Luco, quand même. Donc, vous venez de racheter Luco, donc on disait pour 4 millions, et vous avez la reprise d'effectifs, et ça va être intégré. J'ai oublié le nom de la structure. Alors, c'est Allianz Direct. C'est pas Allianz France qui a racheté. Non. C'est Allianz Direct. Il y a une structure Allianz Direct qui est une structure groupe, qui est présente dans d'autres pays, mais pas en France. Qui est présente en Italie, en Allemagne, en Hollande, ces trois-là, c'est sûr, et qui rentre en France, qui avait déjà une petite activité, mais sur des garanties type travel ou autre, et qui rentre en France. C'est Allianz Direct France, et c'est à l'occasion de ce rachat. En fait, comme tu le disais, il y avait une société d'assurance en Allemagne. L'idée a germé de racheter Luco pour avoir une base et accélérer le développement d'Allianz Direct. Voilà. De la même manière que Allianz Direct est présent, comme je te le dis, sur d'autres pays européens. Allianz Direct en France va devenir une réalité. Allianz Direct va devenir une réalité ce sera intéressant de voir comment finalement Allianz Direct, dans l'univers que tu viens de décrire là, des InsurTech, va être un compétiteur et comment les autres acteurs vont regarder Luco. Moi, ce que je vais regarder avec attention, c'est comment Allianz effectivement intègre cette acquisition, parce qu'on a vu quand même beaucoup d'expériences de grands groupes bancaires, par exemple, qui ont racheté des néobanques et qui finalement, au bout de quelques années, les ont fermés. Il y en a, il y en a très peu des réussites. Il y a BNP Paribas. BNP a très bien réussi. Oui, c'est la seule. Les autres, BBVA, BPCE, ils ont acheté et fermé. Alors... je parle des grosses néobanques. Hein. Oui. Après, il y a quand même beaucoup d'exemples aussi de rachats de fintech qui marchent bien. Hein. Si je reste sur le sujet d'Allianz Direct, de l'équipe Allianz Direct, elle est jamais partie de zéro, elle est toujours partie d'un book. Toujours d'acquisition. Oui, que ce soit des acquisitions externes ou des acquisitions internes. D'accord. Et en Italie, en Allemagne, ça fonctionne. Donc, je pense que c'est quand même une équipe dédiée. C'est pas dans Allianz. Hein. Enfin, c'est dans le groupe Allianz, mais c'est une équipe complètement dédiée qui a en charge ce développement. Non, je pense que c'est plus moi, c'est pas là la question. La question, c'est plus le marché français, ses spécificités. On voit bien qu'il y a un marché unique européen, mais en fait, il n'a rien d'unique. Il n'est pas simple. Pas financier, rien. Voilà. Et donc, autant, par exemple, en Italie, le direct a très bien fonctionné. En Allemagne, il a eu du mal, il se développe un peu maintenant. Bon, je ne parle pas de UK où ça a été la razzia. En France, c'est un marché hyper compétitif, mais le marché est dur pour tout le monde. Ce n'est pas un marché où il y avait des inefficiences, notamment sur le prix, ou des inefficiences en matière de distribution. Il est hyper saturé, ce marché. Entre les mutuelles, les assureurs, les banques, on ne manque pas d'acteurs. Aller sur Internet, donc un nouvel acteur, il faut qu'il ait quelque chose. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Sur le prix ? Pas aisé, hein ?
ici parce que c'est déjà bien compétitif. Et donc, toute l'histoire était sur l'expérience client, la simplicité d'usage, etc. Mais si les acteurs tradis ils font aussi ces mêmes efforts, à un moment donné, le gap en question, il est en train de se réduire. Donc, il faut être assez imaginatif. Donc, c'est un combat assez compliqué. Et moi, je crois qu'il y aura toujours rebond entre le direct. Et c'est marrant parce que je vais te faire juste, et ça durera qu'une seconde, une analogie avec moi. Ce que je vis chez Unibail, et je vois bien les retailers, les Zara et tous ces gens-là, ils font du direct et ils ont aussi du physique. Et c'est ce monde-là que dans l'assurance, on doit inventer. Parce que le vrai multi-channel, où on peut commencer un parcours à gauche, le finir à droite. C'est le client qui choisit, il rentre par la porte A, il sort par la porte B. Il y a des moments il va chercher son produit ailleurs. Nous, si tu achètes, je vais pas faire de pub pour telle ou telle marque, une marque en direct, et puis tu vas dans un centre commercial Unibail et que tu vas au guichet et tu retires ton produit, bah nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en direct, en termes de souscription, on va le retirer chez l'agent, entre guillemets, puisque c'est lui qui transforme et c'est lui qui va gérer le client, etc. Donc on est déjà rentré dans cette logique-là. Et tout ça, c'est en train de s'organiser. On est vraiment, on apprend, mais avec la volonté de faire en sorte que ce soit harmonieux. Ça ne peut pas se faire au détriment d'un canal ou autre. Moi, je crois que ça va enrichir tout le monde en termes de puissance, de relations clients et de développement commercial. Bertrand Ciseaux, patron d'Hello Bank, nous disait d'ailleurs chez BNP, donc, ils ont un peu cette stratégie-là en disant, voilà, le client il a envie d'être digital, il est digital. Si à un moment dans son temps de vie il change et qu'il veut rentrer dans le réseau, il y a une passerelle simple, il repasse dans le réseau. Enfin, il y a des... On peut pas on peut pas être dans un affrontement. En tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Par contre, on va apprendre réciproquement. Mais on ne peut pas être dans un affrontement, et ça, c'est à nous de gérer le fait que ce soit harmonieux pour le client et qu'il ait la liberté de son point d'entrée, de qui va le servir, etc. Ça laisse encore présager plein de nouveaux épisodes, alors en non exécutif, mais ça te fait quand même encore beaucoup de choses à voir et à accompagner. Ça laisse aussi à nos membres plein d'idées, je pense, de choses où ils peuvent accompagner le monde de l'assurance, surtout parce que dans l'Axel, il y a de très nombreux types de membres, les acteurs télécoms, les acteurs bancaires. On voit que les réflexions que tu évoques ont été faites il y a très longtemps dans le monde des télécoms, par exemple. Plus récemment dans le monde bancaire, une dizaine d'années, maintenant dans le monde de l'assurance. Et il y a aussi le monde du retail. Tout ça se passe de l'un à l'autre. Il y a des bonnes idées à prendre chez chacun et c'est ça, le but de l'Axel. C'est aussi pour ça qu'on a des membres passionnants et impliqués comme tous ceux qui nous accompagnent et Alliance y compris depuis très longtemps. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Merci Jacques. Merci. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu et à très vite pour un prochain épisode.